Amis auditeurs, bonjour, bienvenue à ce Libre Journal, dans lequel j'ai le plaisir de recevoir deux journalistes, une fois n'est pas coutume. Tout d'abord, Claudio Pagliara. Claudio Pagliara, bonjour. Bonjour. Bienvenue à ce micro. Je ne vous dis pas bienvenue en France, car vous êtes le correspondant permanent de la RAI, qui est donc une des radios officielles, peut-on dire, oui, et télévision italienne. C'est tout à fait comme France 2, France 3 en France. En effet, c'est la télé publique italienne. Et donc, c'est la télé officielle, on peut dire. Et je vous ai convié parce qu'il me semblait intéressant d'avoir la vue d'un journaliste, et notamment d'un journaliste étranger, et en plus d'un journaliste italien, à la fois sur la façon dont la France voit l'Italie, et aussi peut-être la façon dont l'Italie est vue en France, et votre avis et vos remarques de spectateurs un petit peu détachés et étrangers. J'ai également le plaisir de recevoir un autre journaliste qui est peut-être plus connu de nos auditeurs, qui est Serge de Beketch. Bonjour. Serge Beketch, bonjour. Bienvenue à ce micro que vous connaissez un petit peu. Je ne vais pas vous présenter aux auditeurs, puisque le but de l'émission, c'est justement de vous présenter à nos auditeurs. Je compte faire en effet une série d'émissions avec les différents patrons d'émissions de Radio Courtoisie pour leur donner l'occasion de se présenter, de présenter leur parcours, parce que de toutes les personnes qui ont parlé au micro de Radio Courtoisie, c'est évidemment les patrons d'émissions qui ont le plus parlé. C'est évidemment aussi eux qui sont les plus mal connus. Certains auditeurs ont, une sorte d'œuvre radiophonique complète d'un certain nombre de patrons d'émissions. Il m'a semblé intéressant de rajouter un petit complément bibliographique. Donc, si vous le voulez bien, nous allons entamer une discussion libre, comme vous pouvez le faire, Serge Beketch, dans le Club de la Presse. C'est quelque chose que vous avez inauguré qui me semble intéressant, mais... C'est le clan de la presse. Ah, c'est le clan de la presse. Il y a une nuance intéressante. Le club et le clan, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas la même chose. Le club, on adhère. Le clan, on est coopté. On est coopté. On est membre d'un clan par sa naissance. Mais justement, le droit du sang, pas du droit du sol. Justement, à propos de naissance, Beketch, c'est pas très français quand même. Non, pas vraiment, non. Ça vient d'où, on a payé un droit d'entrée quand même dans la famille. C'est-à-dire ? Je suis pupille de la nation, mon père est mort pour la France. Mon grand-père était volontaire pour se battre dans l'armée française en 1939. Donc, on a payé. On est français on peut être français par le sang reçu, par le sang versé ou par le sang offert. Et nous, on est une famille où on est français par les trois sangs. Mais l'origine est une origine plutôt de l'Est, non ? L'origine lointaine, c'est une origine hongroise. Mais ça, c'était au XVIe siècle. Ensuite, la branche Beketch, une partie de la famille Beketch, est partie en Russie, où elle a fait souche. Et est venu en France après la Révolution, puisque mon grand-père était l'aide de camp du général Dénikine. Ah oui, précisons pour les jeunes auditeurs. C'était le chef des armées blanches. Le chef des Russes blancs. Le chef des armées blanches qui luttaient contre les bolcheviks. Et donc mes grands-parents et ma grand-mère étaient une tatar de Crimée. Et ils sont arrivés en France en 1922. Voilà. Donc votre père, né en France ? Non, mon père est né en Yougoslavie, à Pančevo, en Serbie exactement, pendant l'exil. Enfin, pendant l'exode, plus exactement, pendant la longue marche vers la France. Et il arrive en France à quelle date ? Il est arrivé en France avec ses parents, 22. Donc il avait 2 ans quand il est arrivé en France. Et en 1949, décembre 49, donc il a d'abord fait son service militaire dans les Spahis. Ensuite, il a été emmené en Allemagne pour le service du travail obligatoire. Il est rentré en France, il a fait ses études de médecine. Et puis, il s'est engagé dans la Légion en 1949. Dans la Légion étrangère, il est parti au Maroc. Il est retourné au Maroc où il avait fait son service militaire. Il est allé d'abord à Sidi Bel Abbès,
ensuite au Maroc, puis ensuite en Indochine, où il est tombé à Dien Bien Phu le 19 avril 1954. Et vous naissez à quel moment ? En décembre 1946. Décembre 1946. Donc ça veut dire que je vais avoir 55 ans dans 12 jours à peu près. Vous faites partie des plus jeunes patrons d'émission de Radio Courtoisie. Vous savez, vraiment l'âge, c'est pas du tout une question de date de naissance. Je suis absolument convaincu de ça. Moi, j'ai l'impression j'attendais que vous le je me disiez. suis arrêté de grandir à 17 ans. Pourquoi 17 ans ? Je sais pas, comme ça, c'était un âge qui me convenait assez, donc Oui, c'est vrai que c'est pas mal. arrêté. Paul Nizan disait 20, mais... 20, c'est vieux, je trouve. Moi, j'ai toujours trouvé que les garçons de 20 ans étaient commencés à devenir vieux. Enfin, ceux qui ont 20 ans dans leur tête, c'est... Non, mais il y a deux périodes, à mon avis, dans la vie intéressantes. C'est quand on est très jeune ou quand on est très vieux. Mais ça ne change pas. Franchement, ça ne change pas. Je n'ai pas du tout l'impression... À l'intérieur de la tête, on ne change pas. Je ne suis pas devenu plus sage, plus sérieux. Je cours moins vite, ça c'est absolument certain. Mais le cerveau fonctionne beaucoup mieux parce que d'abord, à force de lire, on finit, même si on est un crétin, par retenir 2 ou 3 choses. Et puis, l'avantage, la chance que j'ai eue vraiment, c'est d'avoir un caractère qui fait que je ne suis jamais d'accord avec rien. Je crois que c'est à partir du moment où on est d'accord avec quelque chose qu'on commence à vieillir. Même pas avec votre foi ? Non, je suis tout le temps, comme disait le curé moderne, en recherche. En recherche. Non, je suis curieux, si vous voulez. Alors, je suis complètement déchiré. Le mot est un peu fade, mais la réalité derrière vous convient. Oui, je dis plutôt que je suis curieux. Bon, par exemple, je suis fasciné par l'inhérence biblique. Moi, je crois que c'est vrai. Bon, c'est quelque chose qui me fascine profondément. Mais c'est difficile à faire fonctionner avec le matraquage scientiste moderne. Vous comprenez ? Précisez-nous l'inhérence biblique. L'authenticité et la vérité historique et scientifique des informations contenues dans la Bible. La révélation. Oui. Alors, c'est un petit peu compliqué, parce que c'est vrai que si vous dites à quelqu'un très sérieusement que vous pensez que l'humanité n'a pas beaucoup plus d'une dizaine de milliers d'années, vous passez facilement pour un fou furieux. Mais l'humanité, le fait qu'il existe des hommes à 4, 2 ou 3 pattes qui courent, ou l'étincelle qui fait qu'il y a la différence entre un singe évolué et un homme ? Moi, je ne crois pas du tout qu'il y ait un singe, que l'homme soit un singe évolué. En tout cas, dans ma famille, j'ai vérifié, on n'a pas de singe. Mais vous savez ce que disent beaucoup de théologiens chrétiens, c'est qu'il y a un homme, à partir du moment où il y a cette étincelle divine, et on peut la mettre à 3 millions d'années ou à 3000 années, ça ne change rien au problème, que la différence fondamentale, c'est qu'à un moment, il y a une étincelle divine. Qui sont les théologiens qui disent ça ? Moi, je n'ai pas vu ça dans saint Thomas d'Aquin. Alors, vous savez... Il parle de 10 000 ans ? Non, pas du tout. Je ne crois pas que le docteur Angélique parle de ce genre de choses. Mais bon, ça c'est un gag. Mais en revanche, il y a des choses totalement extraordinaires dans la Bible quand on sait la lire. Il y a un homme qui m'a beaucoup appris là-dessus, qui est un homme que j'aime d'amitié profonde et de fraternité. C'est le docteur Plantet, parce qu'il m'a appris ce genre de choses. Par exemple, on parlait de la Genèse et du fait que dans la Genèse, il y a l'histoire d'Adam et Ève chassés du paradis. Et alors, qui est naturellement, aux yeux de tout le monde, une légende. Hein ? Et alors, il m'a fait remarquer des choses tout à fait intéressantes. Non, par exemple, oui, enfin, aux yeux de tous les gens intelligents, pas les fous, peut-être comme moi, et peut-être comme vous, je sais pas. Je vous connais pas assez, mais le docteur Plantet m'a fait remarquer que la Genèse était l'expression d'une vérité médicalement vérifiable. Par exemple, le fait que l'homme soit d'une beauté, Adam et Ève étaient d'une beauté extraordinaire, c'est dit dans la Bible. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ils étaient transparents, ils étaient lumineux et transparents, et ils ne cachaient rien. Alors, il y a une explication qui est possible, étant donné que ça se passait dans un univers, enfin au paradis, c'est-à-dire au paradis qui était un lieu où
l'agressivité n'existait pas, le mal n'existait pas. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de microbes, ou pas de microbes agressifs en tout cas. Donc Adam et Ève n'avaient pas besoin de la barrière de la peau, qui est une barrière de défense contre une agression extérieure. Autrement dit, Adam et Ève vivaient un peu comme des écorchés. Vous savez ce qu'on voit dans les... Et si vous faites abstraction de la dimension, actuelle du spectacle d'un écorché, vous voyez bien qu'un écorché, c'est beaucoup plus beau qu'un homme qui a une peau, parce que on voit jouer tout le génie de la mécanique divine dans la fabrication du corps humain. Et à partir du moment où ils commettent la faute, ils sont chassés du paradis, et là, il ne leur est plus possible de vivre dans une nudité complète. Et la Bible nous dit que Dieu leur cousit des vêtements de peau. Alors, quand on lit ça au premier degré, on se dit, bah oui, c'est des vêtements de peau, c'est-à-dire qu'on a pris des peaux de bête. Mais c'est complètement ridicule. C'est ridicule et c'est contraire d'ailleurs à la Bible, puisque on sait que jusqu'à Noé, l'homme n'avait pas le droit de manger d'animaux. Il ne mangeait pas de viande. C'est après Noé, après l'épisode du déluge, que Dieu permet à l'homme de manger de la chair. Par conséquent, on ne peut pas imaginer qu'on tuait les animaux pour leur peau avant. On n'a jamais tué les animaux uniquement pour leur peau, on tue pour leur nourriture, et pour s'en nourrir, etc. Donc l'idée que Dieu coud des vêtements de peau, c'est qu'il donne l'épiderme aux hommes. Et avant, il est dit que Adam et Ève se cachent dans des feuilles. Ils se font des vêtements de feuilles, de feuillage. Et là, il y a encore une explication médicale, c'est que la souffrance épouvantable de l'écorchement, elle peut être apaisée par les sucs contenus dans certaines plantes qui vont calmer la douleur. Et donc, si on travaille sérieusement sur ces questions, on peut arriver à identifier les plantes qui ont servi à fabriquer les premiers vêtements d'Adam et Ève. Mais alors, oui pour la... Moi, ça m'intéresse. Oui pour Je trouve que c'est une démarche de lecture de la Bible qui est absolument passionnante. Oui, pour la lecture actuelle sur quelles plantes conviennent le mieux dans certains cas et dans certaines maladies, mais est-ce que cette introduction de la science dans la Genèse, est-ce que c'est pas le scientisme que vous dénonciez ? Pas du tout, c'est pas du tout l'introduction de la science. C'est la preuve, c'est la démonstration que la création est un tout, et que quand on dit la science, aujourd'hui la science c'est pas une fabrication humaine, et si c'est une fabrication humaine... C'est la compréhension de la science qui est humaine. L'homme est... Voilà, c'est tout. C'est bon. Pas le... Et puis l'homme étant une créature de Dieu, tout ce qui vient de l'homme est une émanation de la volonté divine, sauf le mal bien entendu, mais ça nous entraînerait trop loin. Et qu'est-ce qui amène un Italien à finir par se retrouver correspondant de la RAI à Paris ? J'ai commencé il y a 20 ans à faire les journalistes d'un petit journal local à Turin, dans le nord d'Italie. Et bon, après j'ai fait mes expériences. Dans 90, j'ai suivi la guerre du Golfe comme envoyé spécial de la RAI à Daman, Bagdad et dans la région du Proche-Orient. Et après, pour 7 ans, j'ai été chef de rédaction de politique étrangère de la RAI, de la chaîne 2. Et donc, d'ici, j'ai été nommé il y a 8 mois, désormais, correspondant permanent à Paris. C'est ma première expérience comme correspondant permanente. Bon, j'ai 43 ans. Vous faites moins. Non, mais merci, mais n'est pas vrai, malheureusement. Et bon, et ça, c'est une expérience pour moi très importante parce qu'il y a la possibilité de connaître très bien un pays en vivant ici et de donner aussi à l'Italie une image, j'espère, complète d'un pays qui est un pays proche, ami et très ami
par tous les Italiens, comme vous savez très bien. Le problème, c'est que, ça c'est un avis vraiment personnel, mais je trouve que la France, les Français et leurs responsables se replient, se recroquevillent dans des questions sans importance, françaises ou étrangères d'ailleurs, et que ça les empêche un petit peu de voir le monde avec une certaine hauteur et de voir qu'il y a un monde autour d'eux, mais ça n'engage que moi. La question évidemment qui m'intéresse, mais elle s'adresse à vous deux, Serge Beketch et Claudio Pagliara, c'est comment attrape-t-on ce virus du journalisme, parce que ce n'est pas forcément qu'alimentaire. Et ce n'est pas forcément que alimentaire. Ça ne sert pas uniquement à vivre et à se nourrir. Il y a peut-être un peu de passion derrière. Là, pour faire les journalistes, bien sûr, je pense, c'est vrai qu'il y a un travail comme une autre pour certaines. De toute façon, il ne faut pas, selon moi, mythiser trop la profession, mais je pense que pour la bien faire, il faut aussi avoir une grande curiosité, comme a dit le collègue qui m'a précédé, avec un discours beaucoup plus profonde que les miennes. Je parle tout à fait de métier du journalisme et pas de choses qui m'ont beaucoup intéressé. Mais bon, c'est vrai qu'il faut avoir la passion et la curiosité, je pense. Il faut voir vraiment les choses avec les yeux libres des préjugés qui peuvent orienter sans connaître. Ça, c'est la chose qu'il faut vraiment éviter, je pense. Serge Beketch, moi j'ai l'impression que vous êtes journaliste par devoir, parce que vous semblez... vous pensez qu'il y a des choses qu'on est obligé de dire et de montrer, et que ça ne vous passionne pas forcément, et que vous préfériez être chez vous en train de lire des livres intéressants plutôt que d'écrire au jour le jour. Non, c'est pas vrai du tout. Non, c'est une fausse impression. La vérité, d'abord, je suis devenu journaliste je crois que je devais avoir 3 ans, parce que quand je vivais chez mes grands-parents, tous les jours, ma grand-mère rentrait en rapportant la Nouvelle République. Et dans la Nouvelle République, il y avait une petite bande dessinée qui s'appelait Les aventures de l'ours Sidonie. Je regardais ça, je ne le lisais pas, mais je le regardais. Et donc, dès ma toute petite enfance, c'est de la psychanalyse de bazar, j'ai fait le lien entre le plaisir et le papier journal. Et pour moi, le papier journal a toujours été un objet de plaisir, un objet de bonheur. Et puis, j'ai le souvenir de la première fois que mon nom est paru dans un journal, c'était quand j'étais à l'école militaire. Naturellement, je m'occupais du journal de l'école qui s'appelait Carnet de bord. Mais ça, je me souviens du bonheur aussi que j'avais à faire le journal, complètement. Mais la première fois que j'ai vu pas ma signature, parce que j'ai signé très tard. À minute, on ne signait pas. C'était la règle, on ne signait pas les articles, à l'époque. Et donc en novembre 66, quand un écho de 3 lignes est paru dans le journal dont j'étais l'auteur, j'ai gardé ce journal comme un incunable, alors que c'était 3 lignes, un écho sur le cinéma, en plus qui avait été piqué dans Variety. Donc ça n'avait aucun intérêt. Mais pour moi, c'était une espèce de consécration formidable. Donc c'est vraiment une passion totale, et une passion totalement déçue, parce que toutes les grandes passions sont forcément déçues. C'est pour ça qu'elles sont grandes. Oui. Et je dis vraiment que j'ai une exécration et un mépris de fer pour la plupart des gens qui font ce métier. Parce que c'est un métier magnifique, c'est un métier de devoir, c'est un métier d'exigence. Vous voyez, vous reprenez mon terme de devoir. Oui, c'est vrai, mais c'est un métier d'exigence. Et la plupart le font en loufia. C'est du journalisme de larbin. Et j'ai horreur de ça. Alors, il y a cet aspect, on y reviendra. Il y a aussi un autre aspect, c'est celui de... Je ne sais pas si vous avez le même sentiment que moi, mais que quelle que soit la profession, la notion d'excellence a plutôt tendance à s'évanouir. Et il se trouve que par mon activité... Mais ça, pardon de vous couper, oui. C'est en France. Oui. Justement, je voulais dire une chose. C'est pas parce que Pagliaro est là, mais je crois réellement que, notamment en Italie, en Allemagne, c'est un peu différent, parce que
ça m'ennuie de le dire, mais c'est vrai, la langue allemande est tellement ennuyeuse que les journaux allemands sont férocement emmerdants. Bon, mais en général. Ou alors ils sont d'une vulgarité terrifiante. Tandis que la presse italienne, comme d'ailleurs énormément de choses en Italie, la vie en Italie est un moment de grâce, un moment d'élégance, de finesse, de beauté, d'intelligence, de talent. Et la presse aussi. La presse italienne, c'est un véritable bonheur de la lire. Et même à Paris, je lis la presse italienne parce que... Vous parlez italien ? Vous parlez ? Oui, j'adore la langue italienne. Je la lis très facilement. Et c'est vraiment voilà, des gens qui savent vivre. En plus, c'est un pays où il y a une extraordinaire diversité de comportements. Les Italiens sont... Enfin, je parle sous contrôle. C'est rare, mais ça vous arrive. Oui, mais c'est tout à fait vrai. Hein. Il y a, par exemple, le politiquement correct en Italie, c'est impossible. Ça ne peut pas exister. Parce que il y a qu'en Italie que vous pouvez voir un type, un fasciste, avoir une conversation sérieuse, posée, constructive, avec un communiste, et voire même, dans certaines circonstances, travailler ensemble sur un projet commun. Ça, en France, c'est totalement impossible. Non pas que les gens n'aient pas la qualité humaine pour le faire, mais parce que ils sont terrorisés à l'idée de ce que pourra dire la pensée unique. Donc alors le grand classique, moi, combien de fois j'ai invité des amis ou des confrères ou des gens comme ça à venir dans une émission et ils m'ont dit non, je ne peux pas venir dans ton émission sur Radio Courtoisie. Si tu pouvais me faire inviter par quelqu'un d'autre, ça serait bien, mais toi tu comprends, c'est pas possible. Voilà. Donc on est dans cet enfermement conventionnel. On est en réalité dans un système stalinien. Et ça n'existe pas du tout en Italie. Vu de Sirius, Claudio Pagliara, est-ce que vous partagez un petit peu ce sentiment sur tout ou partie de nos médias français ? Mais alors, je suis ici de 8 mois, c'est un peu, mais j'ai été étonné par certaines choses que j'ai vues. Alors, ça m'a vraiment étonné de voir comme les médias français ont suivi la demande des ouvriers de la Moulinex qui ont menacé de faire sauter l'usine si le gouvernement ne donnait pas une prime supplémentaire. Alors, en Italie, une chose comme ça, je suis sûr que la presse ce serait, si vous voulez, hospiter différentes opinions sur ça, les contraires, les favorables, et bien sûr il y aura eu un grand débat sur ça. Et par contre, presque toute la presse française a trouvé ça tout à fait normal. Et là, ça, je pense, c'est vraiment les politiquement corrects qui doit toujours triompher. Il faut toujours dire que les ouvriers ont toujours raison. Quand même, il fait des choses qui sont objectivement au dehors de la loi. Sauf quand ils votent Le Pen. Là, ils n'ont pas raison du tout. Et là, on est exactement... C'est les mêmes ouvriers qui font des... C'est les mêmes, c'est-à-dire, enfin, pas les mêmes personnes, mais c'est le même sentiment de révolte contre un système qui est totalement bloqué, qui fait qu'à un moment, un ouvrier va dire, écoutez, il y en a ras-le-bol, si vous crachez pas au bassinet, on va vous faire sauter la baraque, et puis que le même ouvrier va dire, mais écoutez, on en a assez, nous, on va voter Le Pen, parce qu'on espère enfin que quelqu'un va faire quelque chose dans ce pays. Alors, dans un cas, quand il s'agit de faire sauter la baraque, c'est-à-dire d'agir par des moyens révolutionnaires et terroristes, la presse trouve ça tout à fait normal, tout à fait sain, etc. La pensée politique, la pensée unique trouve ça, finalement, avec Soulet, les ouvriers sont tellement malheureux qu'on comprend bien qu'à un moment, ils ont envie de faire sauter la boutique. Mais quand il s'agit de... Si tous les malheureux devaient faire sauter la boutique... Oui, ça ferait du bruit. Mais quand il s'agit de prise de position politique, de simple défense des intérêts nationaux et des intérêts des individus qui constituent la nation, alors là, le petit gang, parce que c'est un gang qui contrôle la presse, et la pensée en France. Ce petit gang se mobilise et dit, alors là, non, attendez, il n'en est pas question. Et qu'est-ce que c'est que cette
plèbe fascisante. Qu'est-ce que c'est que cette masse abrutie qui ne comprend pas que son bonheur, c'est de recevoir la misère du monde entier et de bosser comme des bêtes pour que des milliers de gens en France puissent vivre en ne foutant rien, en touchant le RMI, la couverture maladie universelle, etc. Alors ça, c'est obligatoire, et ça, c'est très très mal de ne pas l'accepter, mais c'est très bien de vouloir faire péter son usine parce qu'on n'a pas une augmentation. On est dans un système totalement stalinoïde, je dis, et schizophrène. Non mais voilà, il y a pire, parce que que des journaux défendent cette opinion, ma foi, j'ai la faiblesse de penser... Mais tout le monde, le Figaro... Oui, alors voilà, justement, c'est là où je voulais en venir. Moi, j'ai la faiblesse de penser que toutes les opinions devraient avoir le droit de s'exprimer. Et je n'ai pas toujours pensé cela. C'est pour ça que je suis d'autant plus à l'aise pour le dire. Notamment, on viendra un petit peu sur le problème des totalitarismes qui ont ensanglanté notre siècle. C'est parce que ces questions restent en suspens. C'est comment les traiter, que ce soit le totalitarisme nazi ou communiste. Mais que dans un journal... Ce sont deux totalitarismes socialistes, je me permets de vous le faire remarquer. Mais je n'ai jamais dit le contraire. Mais que dans un journal qui se dit qu'il n'est pas de gauche, sans même se dire de droite comme le Figaro, que l'ensemble des articles... qui ne sont même pas des articles de commentaires, parce que ça pourrait être intéressant pour un journal de droite de donner la parole à des éditorialistes de gauche, mais que dans tout ce qui est information, il y ait ce biais perpétuel qui est soit l'absence de pensée, soit une interprétation quand même très éloignée du centre, voire du centre droit, ou en tout cas du bon sens, c'est quand même quelque chose, oui, alors je ne sais pas si ça tient à la schizophrénie, à la perte d'une certaine liberté de pensée. Ça tient au terrorisme intellectuel d'un gang. J'en veux pour le Figaro un exemple très précis. Il y a eu récemment une pétition qui a été signée par des collaborateurs du Figaro, par presque tous les collaborateurs du Figaro, pour exiger l'exclusion de Jacques Faisan, parce qu'il a fait un dessin qui montrait un rat, je crois, qui menaçait je ne sais quoi, et ils en ont conclu que comme le rat, qui dit rat dit raton, qui dit raton dit arabe, et donc ce dessin... Mais cette démarche est raciste ? Ah oui, mais ça, c'est à eux qu'il faut l'expliquer. Et alors, ils ont donc fait une pétition. Il y a un petit gang de voyous trotskistes qui a lancé une pétition à l'intérieur du Figaro. Tous les collaborateurs l'ont signée. Et je connais personnellement 2 militants nationalistes qui ont signé cette pétition. Enfin, 2 anciens militants nationalistes qui étaient militants en même temps que moi il y a bien des années, qui ont signé cette pétition. Quand on leur a dit « Mais vous êtes vraiment des ordures, pourquoi vous avez signé ça ?» Ils ont dit « Mais mon vieux, on ne peut pas faire autrement. On est viré autrement. » Si on ne signe pas, on est vidé. Donc voilà, dans un journal comme le Figaro, il y a un petit gang de voyous trotskistes qui fait régner la terreur et qui prononce ce que les communistes appelaient il y a quelques années des Berufsverboten, c'est-à-dire des interdictions d'exercice de la profession pour des motifs politiques en l'occurrence. Mais donc alors... ça, en Italie, je suis absolument certain que si ça se produisait, tout l'éventail de la pensée politique, de l'extrême gauche à l'extrême droite, dirait c'est inadmissible. Je m'avance peut-être un peu. Oui, je pense en Italie, il y a bien sûr une éventail de positions dans la presse très clair. Et alors, il y a aussi un débat sur certaines choses. Il y a des différents points de vue qui peuvent se confronter, exprimer, si vous voulez, librement. Alors, sur certains sujets économiques, sociaux, conflits sociaux, etc., vous pouvez toujours trouver sur la presse des différents points de vue sur le même, un éventail. Alors, c'est vrai que sur certains sujets en France, c'est beaucoup plus difficile de trouver vraiment l'éventail. Et je pense, je ne connais bien, je ne sais pas les raisons, je suis plutôt porté à penser qu'il y a sur certains sujets, il y a une manque de culture libérale dans la France qui fait part de l'histoire du pays. Il y a un État qui a toujours bien marché pour certains services publics qui, comme italienne, je dois dire, ils marchent très 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 bien, parce qu'en Italie, c'est vrai que nous avons... les journaux parlent des trains qui arrivent à l'heure en Italie. Et alors que peut-être ça a fait en Italie, quand on parle de l'État et des services publics, c'est parler de quelque chose qui ne marche pas. Alors, la pensée libérale
a progressé plus qu'en France, parce qu'en France, par contre, les entreprises publiques marchent, les services publics marchent bien. Et je dis comme italien, hein, peut-être qu'ils ne marchent plus comme... on pourrait en discuter, mais ce que je trouve passionnant, c'est que vous ne saviez ni l'un ni l'autre quelles étaient vos options philosophiques profondes, puisque vous ne saviez pas que j'avais invité l'un et l'autre. Mais il y a quand même quelque chose qui me frappe en France. Nous avons là réuni sur ce plateau quelqu'un qui est plutôt national, voire nationaliste, qui s'est lui-même situé un jour à la droite de l'extrême droite ou à l'extrême droite de la droite, ou enfin très loin, on va dire. Tout me convient là. Et quelqu'un d'autre, Claudio Pagliara, qui se définit lui-même comme un libéral. Et il y a quand même quelque chose, et moi c'est depuis de très longues années qui me choque et m'interroge profondément, c'est que on a là, je dirais, nous trois, une vision relativement commune sur un certain nombre de bons sens qui s'appliquent à la vie politique, à l'histoire, à la vie quotidienne, et que le miroir de notre société nous renvoie quelque chose qui est complètement différent. Et vous n'avez pas répondu à ma question sur l'excellence, mais je me demande dans quelle mesure il n'y a pas une profonde paresse des libéraux, des nationaux, enfin de ce qui n'est pas une frange finalement assez anecdotique de l'histoire et de la pensée, qui permettrait tout simplement de dire attends, ta pétition, bon, ok. Hein, oui, mais ça, c'est l'explication. C'est pas de la paresse. C'est pas du tout de la paresse. Il faut l'arme de l'intelligence. L'intelligence, c'est une machine. Hein, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Bon, si on n'a pas la machine, on l'a pas, c'est tout. Mais on peut l'avoir et sans pouvoir la faire fonctionner parce qu'elle n'est pas alimentée. Ce qui alimente l'intelligence, c'est une certaine culture, enfin une certaine connaissance du passé. Voilà ce que j'appelle la culture. Or, aujourd'hui, en France, on vit dans un mensonge historique absolu et dans une ignorance totale du passé. Vous entendez des choses mais incroyables sur notamment le sujet unique de toutes les conversations en France, si on en croit les médias, c'est ce qui s'est passé en France, disons, entre 1939 et 1945. Et ça, c'est un rétrécissement de la pensée ou une plus petite... Mais c'est pire que tout. C'est pire que tout. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune possibilité d'avoir la moindre... d'avoir le moindre regard sur l'actualité sans que ça soit contaminé, pollué par le mensonge sur cette période. Et quand on nous dit... c'est même pas des simplifications, c'est tellement imbécile qu'on a envie de sangloter. Pétain a pratiquement appris l'antisémitisme à Hitler, et si Hitler a tué des juifs, c'est parce que Pétain lui avait dit de le faire, et d'ailleurs Pétain était naturellement responsable dans l'affaire Dreyfus, tout le monde sait ça. Donc, les gens vous disent ça carrément, et aujourd'hui, alors on pourrait dire, mais arrêtons de passer, je sais que beaucoup de gens disent ça, arrêtons de parler du passé. Mais on ne peut pas arrêter de parler du passé, arrêter de parler du passé, c'est comme un arbre qui déciderait de fonctionner sans ses racines. Arrêtons de parler d'une époque minuscule dans l'histoire, même si elle est importante, qui fait 5 années et que l'on travestit. Oui, mais alors, on ne peut pas arrêter d'en parler, parce que quand aujourd'hui je dis, moi, par provocation, et puis aussi par amour de la vérité, que je suis à la droite de l'extrême droite, immédiatement on en tire la conclusion que je suis disposé à envoyer les juifs dans les camps de concentration. Je vois pas où est-ce qu'on est allé chercher une idée aussi saugrenue. J'ai jamais dit une chose pareille. J'ai dit que êtes-vous antisémite ? Mais de quel droit on me pose cette question ? D'abord, qu'est-ce que ça veut dire ? Je suis pas du tout antisémite. Je suis pas du tout antisémite puisque j'ai beaucoup d'admiration pour, par exemple, les Arabes. Qui sont des sémites. Qui sont des sémites. Bon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Je suis hostile à toutes les formes de prise de pouvoir abusive en France d'une communauté quelle qu'elle soit. La France n'est pas un pays communautaire. La France est un pays ethniquement, normalement, ethniquement et religieusement et philosophiquement homogène. Ce qui ne veut pas dire que tous les gens qui appartiennent pas à l'ethnie de base doivent être chassés du territoire français, puisqu'à ce moment-là, je pourrais même pas rester. Puisque moi, je fais pas partie de l'ethnie de base. Pas complètement, puisque je suis partiellement slave.
Donc, mais c'est une réalité physique, c'est une réalité géographique, c'est une réalité humaine, et il faut se fondre dans ce creuset. Je ne dis pas non plus qu'on est obligé d'être catholique pour être français. Je sais bien qu'il y a des catholiques, il y a des Français protestants, aussi, oui. des Français aussi, des catholiques protestants, des Français protestants, orthodoxes, musulmans, israélites, bouddhistes, adorateurs de l'oignon. Voilà. C'est leur affaire individuelle. Mais ça ne peut pas jouer un rôle déterminant sur la conduite des affaires de la nation. Moi, en tant que royaliste, je suis partisan d'un État catholique, d'un roi très catholique qui règne sur la France et qui permet le libre exercice des cultes exotiques sur le territoire français dans la juste mesure du respect de nos traditions à nous. Voilà. Ça ne veut pas dire que je veux faire du mal. J'ai pas envie de faire. Je suis aussi naturellement porté à aimer les enfants que n'importe qui, et je ne fais strictement aucune différence entre les enfants, quelle que soit leur couleur, leurs origines raciales ou la religion de leurs parents. Et je dois dire que je trouve révoltant qu'on puisse faire du mal à des enfants parce qu'ils appartiennent à telle ou telle ethnie. Mais je ferai remarquer que c'est pas en France que ça se passe. Ça, c'est pas Le Pen qui tue des enfants parce qu'ils appartiennent pas à l'ethnie française. Même au petit déjeuner. C'est même au petit déjeuner. Ça se passe en Afrique. C'est en Afrique, chez les Tutsis, les Hutus, ça se passe au Nigeria, ça se passe au Libéria, ça se passe en Sierra Leone. Et ça s'est passé en Europe, dans toute l'Europe. Oui, enfin, attendez, et puis il y a dans toute l'Europe. Mais il y a combien de temps? Alors, on nous dit... Jusqu'en 1991. Alors là, on peut en reparler de ça, parce que l'histoire de la Serbie, la Serbie, c'est un crime qui a été commis par les puissances d'argent supranationales ou internationales, servies par le bras armé de l'Amérique, mais les Balkans ont toujours été agités par des troubles depuis la nuit des temps. Ça pouvait encore continuer très très longtemps, sans grand dommage pour personne. Et sans qu'on l'attise trop non plus. Et bon, il se trouve qu'on a cru, que si vous analysez, en ce moment, Michel Blanza, par exemple, qui est un collaborateur du Libre Journal, travaille sur des documents et sur des ouvrages qui sont parus il y a fort longtemps, au début du siècle, par un penseur et un écrivain et un journaliste, plutôt un expert des questions internationales qui était un véritable génie, il faut le dire, et qui avait absolument tout prévu. Il avait prévu la Première et la Deuxième Guerre mondiale exactement dans les circonstances où elles se sont déroulées. J'en dis pas beaucoup plus parce que Michel m'a demandé de pas trop en parler encore. Et que vous allez nous dire qu'il faut acheter le Libre Journal. Oui, bien sûr, il faut acheter le Libre Journal, mais c'est pas ça que je voulais parler. On sait très bien que l'histoire est agitée par des intérêts qui sont des intérêts mercantiles. C'est pas tellement nouveau. C'est pas nouveau. Mais on essaye de nous aveugler avec des considérations d'une haute élévation. C'est au nom c'est au nom de la religion ou au nom de l'honneur ou au nom du respect de l'homme qu'il faut faire certaines choses. Alors, dans les Balkans, on nous a expliqué qu'il fallait absolument sauver les Kosovars. Il se trouve que les Kosovars, ça n'existe pas, et que les Kosovars, c'était tout simplement des Albanais qui voulaient s'installer sur un territoire serbe. Bon. Dans cette optique-là, je vous prédis, je ne suis pas Cassandre, mais je vous prédis qu'un jour, les mêmes nous expliqueront que, étant donné que toute une partie du sud de la France est peuplée par des Maghrébins, eh ben, il faut accorder l'autonomie à la province islamo-maghrébine des Bouches-du-Rhône. Je ne voulais pas rentrer aussi loin, si vous voulez, dans le détail et l'explication. Ma petite provocation sur l'antisémitisme, c'était que je pense, si vous voulez, qu'aucune communauté humaine n'est au-dessus de la critique. Et que aujourd'hui nous avons, Dieu sait si je ne partage pas toujours vos idées, les idées de vos journaux, etc. Et pour avoir évolué en la matière, je trouve absolument surréaliste que l'on utilise des lois dont je vais même jusqu'à penser à la bonne foi
d'un certain nombre de ceux qui les ont votés, mais utiliser un certain nombre de lois pour interdire à certaines personnes de s'exprimer. Que je sache, et c'est ce que vous avez quand même dit, je pense, assez clairement une fois encore aujourd'hui, vous n'avez jamais voulu exterminer personne. On utilise en France des lois soi-disant contre l'antisémitisme et contre le racisme pour interdire à des gens de s'exprimer. Je trouve que c'est profondément bas. Je n'ai pas du tout le même avis que je dirais votre famille sur ces questions-là. C'est-à-dire, je pense que c'est quelque chose qui est un épiphénomène qui ne peut pas exister, enfin qui n'obtiendra pas les résultats escomptés par ceux qui en conscience ont voté ces lois pour réduire la capacité d'expression d'un certain nombre de groupes politiques qui étaient opposés. Mais la question que j'ai envie de poser à Claudio Pagliera, c'est est-ce qu'en Italie on peut, sur une idée aussi condamnable soit-elle, quelqu'un qui dit voilà, je déteste les adorateurs de l'oignon et je veux les mettre dans des camps, est-ce qu'on peut condamner quelqu'un pour avoir écrit cela ? Pour l'avoir fait, c'est normal, mais pour l'avoir dit et écrit. Sur quel sujet exactement ? Sur la promotion de la violence à l'égard d'un groupe, quel qu'il soit. La promotion de la violence. Voilà, quelqu'un qui dirait, voilà, je veux exterminer tous les juifs, je veux exterminer les catholiques, je veux exterminer je ne sais pas qui, les bourgeois. Est-ce que l'on peut condamner quelqu'un ? Oui, bien sûr. En Italie, il y a le droit de condamner quelqu'un pour s'il incite la violence, n'importe contre qui, pour quelle raison. C'est quand même un crime qui doit être poursuivi. Je veux dire, je ne suis pas tout à fait d'accord sur certaines choses que j'ai entendues sur les Juifs, sur les Arabes, sur si vous voulez aussi sur le problème de l'immigration. J'ai un point de vue complètement différent, mais je ne suis pas là pour ça. Je voulais tout simplement parler de comme je vois les systèmes des médias en France et en Italie. Et j'étais aussi intéressé. Je dois dire, en Italie, il y a un gouvernement maintenant de sans-droit qui n'a rien à voir avec l'antisémitisme. Et pourtant, c'est ce que je lis dans mes journaux. Ah là, oui, c'est un gouvernement de sans-droit qui est en effet un gouvernement de ça. Et je suis étonné de certaines simplifications que j'ai lues sur la presse française pendant la campagne électorale qui ont dit que dans les parlements italiens il y a des ex-fascistes, alors que n'est pas absolument vrai, parce que il y a aussi une question générationnelle. Les parlementaires qui ont été élus sont dans la totalité, dans les parlements italiens, sont nés après le fascisme en Italie, alors que les secrétaires, les présidents de l'Alleanza Nazionale, les partis de droite, de la droite italienne, a, je crois, moins de 50 ans. Et alors, on ne peut pas définir ex-fasciste quelqu'un qui n'a pas été ex-fasciste. On peut si on veut définir post-fasciste, mais c'est une autre chose. Et bon, il y a eu aussi en Italie une rupture avec la droite italienne, a eu une rupture radicale avec son passé post-fasciste, et maintenant c'est une droite qui a des idées, mais tout à fait, sont des idées absolument d'amitié avec Israël, avec laissons de côté ce problème. J'avais cité cet exemple parce que aujourd'hui il semble que dans la presse, exemple fascisme, enfin tous ces mots, fascisme, nazisme, Seconde Guerre mondiale, antisémitisme, racisme, etc., ne sont pas des objets du débat, mais servent à stigmatiser et à discréditer quelqu'un. Et c'est ça ce qui nous a intéressé dans la discussion. Il y a je pense, la chose plus importante pour moi, c'est que les mots fascisme et nazisme sont justement bandits et sont justement condamnés, mais je trouve que c'est dommage qu'il n'est pas la même chose avec les communistes, qui, si vous voulez, je suis sûr que c'est une opinion
historiennes, aussi des historiens très connus, qui, les siècles passés, a eu deux dictatures qui sont condamnables, qui ont produit des millions de morts, et sont la dictature communiste et la dictature naziste. Alors que, bon, il faut... oui, mais bien sûr, il y a certaines choses qui ne sont pas pareilles, on peut discuter, et ça, il y a eu une chose qui, je trouve, c'est bien sûr les pires, et c'est l'Holocauste, mais il y a eu aussi des holocaustes en Union soviétique, des peuples qui ont été déplacés, qui ont été détruits pour des raisons raciales ou ethniques. Alors ça, c'est une chose qui... mais on ne peut pas parler des communistes et être indifférente à l'histoire, cette souffrance, oui. Cette souffrance. Il faut réfléchir sur ça. Et bon, je pense. Mais aujourd'hui, on désacralise en France ces massacres du XXe siècle. Oui. Quand on accuse quelqu'un simplement pour le tuer politiquement d'être antisémite alors qu'il ne l'est pas, eh bien, on banalise ces questions-là. Je crois profondément dans la pensée libérale, si vous voulez, contre la pensée totalitaire. Alors pour moi la pensée totalitaire, c'est le nazisme et le communisme comme se sont manifestés dans les pays qui ont connu ce régime, pas les communistes qui sont des minorités dans des gouvernements occidentaux. Ça, c'est une autre chose. Mais quand on parle au niveau de l'histoire du dictature, on ne peut pas mettre dans les dictatures, on ne peut pas mettre même la dictature communiste qui a produit des désastres incroyables aussi dans l'Europe de l'Est, qui heureusement nous espérons de réunir avec l'Europe de l'Ouest, avec l'élargissement prochain. Mais je veux dire aussi une autre chose, qui la Serbie, parce que ça c'est un sujet intéressant. Si vous voulez, Milosevic a été pour moi l'hérite d'un communiste qui est devenu un nationaliste et qui a produit un autre massacre dans son pays, qui est le massacre des Kosovars. Et ça, c'est la raison pour moi qui a donné les droits d'intervention à la communauté occidentale. Alors moi je voudrais, c'est pas le débat, mais je voudrais d'abord prouver qu'il y a eu des massacres au Kosovo, ce qui n'est pas le cas. Même qu'il faudrait prouver que, là, à l'heure actuelle, que Ben Laden est responsable de l'attentat de New York. On n'a pas de preuves. Comprenez, on nous dit, ça c'est du totalitarisme. On nous dit, le totalitarisme c'est une pensée unique qui s'impose par la force. Et on nous dit, New York, c'est Ben Laden. Milosevic a tué des Kosovos. Alors moi, des Kosovars. Je dis, donnez-moi la preuve. La preuve. Ce qui nous, on ne me la donne pas. Je crois que l'essentiel, et c'est là où je sais pas si je suis libéral, conservateur, d'extrême droite, d'extrême gauche, j'en sais rien, mais je crois que ce qui est fondamental, et là je partage ce que dit Claudio Pagliara, c'est que il y a eu au XXe siècle deux totalitarismes. Socialiste, il y a eu un totalitarisme socialiste qui a eu deux qui formes. A pris des oripeaux divers, nationalistes et internationalistes. Mais aujourd'hui, on est dans un mensonge historique qui consiste à stigmatiser, heureusement, une de ces formes sans en stigmatiser l'autre. C'est-à-dire qu'on a une pensée totalement hémiplégique. Et je suis de ceux qui pensent que lorsque l'erreur n'est pas dénoncée, lorsqu'on se sert de cette erreur pour abattre ceux qui, globalement, ont eu l'attitude la moins abjecte, je pense que c'est une menace grave sur la liberté qui habite encore les pays que nous habitons. On ne peut pas, de toute façon, faire autrement que être hémiplégique dans un pays comme la France, aujourd'hui, où il y a des ministres communistes, c'est-à-dire des gens qui ont adhéré au Parti communiste à l'époque de Staline, et qui aujourd'hui sont ministres en France, dans un pays où un homme comme Papon est en prison. Pour les mêmes raisons. En fait, pour des raisons identiques. Mais alors, on est dans le délire total, vous comprenez ? Et ce sont ces gens-là qui mettent Papon en prison. Personnellement, Papon, je l'aurais mis en prison depuis bien plus longtemps.
Et pour d'autres raisons, parce que je pense que d'abord, s'il y avait eu un pouvoir communiste en France, Papon aurait été un préfet communiste impeccable. Il a toujours été au service du pouvoir en place. Comme la plupart, malheureusement, de nos journalistes. Comme la plupart des préfets et des journalistes. Et des journalistes, puisque c'est quand même ça le problème aujourd'hui. Exactement. Alors, je vais donner la parole à nos auditeurs en rappelant, pour ceux qui ne l'avaient pas deviné, qui sont à l'écoute de Radio Courtoisie, que j'ai le plaisir de recevoir Claudio Pagliara, qui est le représentant à Paris de la RAI. Et j'ai aussi le plaisir de recevoir Serge de Beketch, qui est le représentant à cette émission de sa propre émission. Un certain nombre de messages d'auditeurs, je vais les lire dans le désordre, je dois l'avouer, n'ayant pas d'assistante, et vous interviendrez sur ceux auxquels vous voulez apporter une précision, une réponse. Les gens disent « Arrêtons de parler du passé », nous dit un auditeur, ne le disent-ils pas surtout par lâcheté On oublie en France que leur pays, les Français oublient que leur pays a été beaucoup plus longtemps un royaume qu'une république. Tout n'était pas mauvais dans ces époques-là, comparé à la situation actuelle. Merci à Serge de Beketch d'avoir le courage de dire la vérité bien haut. Un auditeur sur Moulinex, c'est tout à fait vrai. Je vous rappelle que l'année dernière, les salariés de l'usine Heineken en Alsace ont failli faire de même. Un auditeur, vous dites que c'est un tout petit gang qui gouverne la presse. La question est bien là. En effet, la pensée unique n'était pas une caractéristique de l'esprit français. Pourquoi la France est-elle devenue le pays des néo-trotskistes ? Quel est le levier de leur pouvoir ? Une auditrice, très bonne émission. Pourquoi nomme-t-on Berlusconi El Cavaliere ? Il faut me pardonner mon accent. Merci, Monsieur Sérapion, je passe un moment merveilleux. Je n'ai pas le temps de trier les messages. J'ai vécu un certain temps dans la Bella Italia, qui est devenue ma seconde patrie. Et je suis une inconditionnelle de Serge de Beketch. Bon, à cette émission, on a l'habitude, quand les messages sont sympathiques, de dire merci maman, mais... Oui, mais dans mon cas, je pourrais dire merci Daniel à ma femme, mais merci maman, ça m'étonnerait. Je ne sais pas si Radio Courtoisie est entendue au paradis, ou j'espère qu'elle est tranquillement installée. C'est possible, on ne s'ennuie pas tous les jours. Je crois qu'il préfère écouter la musique des anges. Le journaliste italien sait-il que Stéphane Paoli, Intermatin, a invité Madame Emma Bonino pour dénoncer le manque de pluralisme en Italie, alors que cette radio d'État, France Inter, se refuse à inviter des dirigeants de partis nationaux comme M. Le Pen et M. Ils ont tous les culots. Le musée d'Orsay a consacré il y a quelques mois une exposition sur Gabriel D'Annunzio. Et la question de cet auditeur, c'est à notre époque, cet intellectuel reste-t-il une référence pour les Italiens ? J'ai d'autres messages, mais qui concernent plutôt la deuxième partie de notre émission. Et bien qu'on y soit déjà, je vous propose de réagir déjà sur ces messages. Moi, la seule réaction que je voudrais avoir, c'est de dire, d'abord, quelqu'un dit très gentiment merci de crier la vérité. J'aime pas trop dire ça parce que je préfère dire crier ma vérité. Ça, c'est en tout cas plus modeste. Oui, puis c'est plus conforme. Et d'autant que ma vérité est changeante. Alors, je peux crier... Les auditeurs, à mon avis, ne le savent pas, ça. Ils s'en rendent pas compte. Ils s'en rendent pas compte parce qu'ils ont l'impression de voir en Serge de Beketch, je me trompe peut-être, mais quelqu'un qui assène ses vérités, j'ai un message en ce sens, et qui a eu un parcours. Bon, le temps nous est compté, mais c'est bien de cela dont il est question aujourd'hui. C'est de votre parcours et de votre façon d'appréhender le monde. Oui, j'ai eu un parcours comme tout homme de 55 ans. S'il se retourne, il voit bien qu'il a fait un certain chemin. Moi, il se trouve que j'ai fait ce chemin parce que... j'ai suivi ce chemin parce que c'est difficile de dire ce que je vais dire, mais je mets par-dessus tout, avant tout, l'estime de soi. C'est-à-dire que moi, je veux pouvoir me regarder dans la glace le matin. Ouais, c'est aussi simple que ça. Et pourtant, je vous assure que bien des fois, j'aurais eu envie de dire bon, allez hop, on prend la voie de gauche ou la voie de droite et puis on fait autre chose. Mais à chaque fois, j'ai un dégoût profond de ce que je fais ou de ce que je vais faire ou de ce que j'ai fait. Et je reviens à ma ligne et finalement en me fustigeant et en me forçant à aller un peu plus loin en avant dans la ligne, comme pour compenser les petites lâchetés que j'ai pu commettre et tout. Alors ça rend pas la vie très très facile, pour mon entourage en tout cas, mais c'est comme ça. Alors on me dit vous êtes irresponsable. Mais j'ai vu tellement de gens qui étaient responsables que j'ai pas du tout envie d'être comme eux. Voilà, c'est tout. Et je peux pas, c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi.
Je vais vous laisser préparer votre réponse sur l'évolution de que ce soit votre parcours ou de vos idées, en proposant à Claudio Pagliara de répondre à un certain nombre de messages auditeurs qui vous concernent votre pays. Gabriele D'Annunzio, oui, il est étudié, bien sûr. Je ne dirais pas qu'il y ait une référence, mais c'est bien sûr fait part de la formation culturelle des Italiens. Il fait part de l'histoire du pensée. Il est étudié, mais on n'aimait pas, mais il est connu, il a étudié à l'école, il est important. Et l'exhibition, la mostre à Paris, c'était vraiment très, très bien. Je l'ai vu. Il m'a plu beaucoup. Et par contre, donner le micro, il dit à Emma Bonino, bon, je pense qu'en Italie, en effet, on donne les micros, on ouvre, on donne les micros, pas à tout le monde, mais bon, il y a, comme j'ai déjà dit, un certain débat entre positions différentes dans le respect des lois, parce que vous m'avez demandé si on peut faire, si vous voulez, une apologie. Alors, du crime, non, oui. Bien sûr, ça n'est pas possible. Mais est-ce qu'on peut faire l'apologie, par exemple, parce qu'en France, ça existe quand même, mais je sais c'est ce que j'ai vu dans les journaux. En France, on peut faire l'apologie des crimes communistes. Et on n'est pas condamné. Non, mais il y a, en Italie, personne fait vraiment. Il n'y a pas un parti en Italie qui veut faire l'apologie des crimes communistes. Il y a un parti communiste. Oui, je parle pas de l'humanité qui ne le fait pas. Oui, je parle des partis encore plus à l'extrême gauche. Mais je suis plus porté à réfléchir sur ça, qu'il y a une certaine, si vous voulez, une certaine concession dans les pays industrialisés, il y a une certaine condamnation, une surcondamnation de ce qui s'est passé dans l'Allemagne naziste, heureusement, et on sait aussi que dans l'Union soviétique se sont passées des choses terribles, mais si vous voulez, les communistes dans les sociétés occidentales représentent encore dans certaines parts du pays et dans certains milieux sociaux une valeur qui positive, d'une certaine égalité, un idéal d'égalité. Et ça, je pense, cette dualité explique un peu la différence du sang commun. Mais je crois qu'il faut, au niveau de l'histoire, il faut se rappeler, il faut n'oublier pas que les communistes ont produit des désastres dans les pays où il a été un régime, alors que dans les sociétés occidentales, les choses ne sont pas pareilles, parce que le Parti communiste, si vous voulez, a changé. Fait partie de l'histoire. A changé beaucoup il a évolué beaucoup dans les origines léninistes de l'Union soviétique, et staliniste. Mais ça, il faut, je pense, au niveau, quand on parle du passé, il faut n'oublier pas qu'est-ce que s'est passé dans les pays communistes, comme n'oublie pas, et c'est ça heureusement, ce qui s'est passé avec le nazisme. Alors ça, c'est une chose. Au niveau des débats, pour retourner à la question, oui, c'est vrai qu'en Italie, on peut parler librement de cette. Il y a un certain débat, mais la chose qui me paraît plus intéressante, c'est en effet la pensée libérale, si vous voulez, que je trouve qu'en Italie, il y a 10 ans, a
a gagné beaucoup de positions et est plus connu. Et il y a des journaux qui, comme, je ne sais pas, le journal économique Il Sole 24 Ore, très réputés, très lus, très bien faits, qui sont un journal tout à fait libéral qui a des idées sur ça, qui partage avec conviction et avec des arguments. Et bon, en France aussi, bien sûr, il y a un débat sur ça, mais sur certains sujets sociaux, j'ai trouvé qu'il y a une certaine facilité à se mettre dans une part qui est la pensée, si vous voulez, plus courant, plus commun. Oui, dite pensée unique, bien que je n'aime pas du tout ce terme en fait. Mais bon, ça c'est un peu la différence que je trouve comme observatoire étranger en France. Mais cette expérience historique de l'Italie me conforte dans mon opinion, qui n'est sans doute pas partagée par certains auditeurs, que lorsqu'on va vers des gouvernements plus libéraux, globalement la liberté de la presse, en tout cas la liberté de ce qui est écrit, s'étend un petit peu. Mais on peut avoir un avis différent, peut-être avec l'expérience. Vous savez, je crois que la question de la liberté de la presse, c'est une question qui ne dépend pas des pouvoirs politiques, c'est une question qui dépend des pouvoirs financiers. C'est l'argent qui fait la loi de la presse. C'est tout. D'ailleurs, Gaubert l'avait dit quand il a commencé il y a quelques années à engager une guerre qu'il a revendiquée contre la presse nationaliste en France. Il a dit on vous fera taire à coups de millions, on vous fera taire à coups d'amende. Donc c'est bien une affaire d'argent. La presse, la véritable presse libre d'opposition en France n'a pas de publicité du tout. Les structures de la presse en France sont faites de telle manière qu'un journal ne peut pas vivre sans publicité. Oui. Donc, c'est pas la peine. Comme disait Marchais, quand on lui disait, mais si vous étiez au pouvoir, alors j'indique pour les jeunes gens qui nous écoutent que Marchais était un dirigeant communiste des années 70 en France, et quand on lui disait, mais si vous étiez au pouvoir, est-ce que vous laisseriez paraître tous les livres? Et il disait, bien entendu, n'importe qui pourrait écrire ce qu'il veut et le publier s'il trouve un éditeur. Voilà, tout est là. Évidemment, c'est pas la peine de faire des lois. Alors, ce qui est aberrant en France, c'est que, non contents de régner par le fric, ils veulent se donner les gants de régner par la loi. Et alors, voir la morale. Alors, accessoirement par la morale. Alors, vous comprenez, tout ça est quand même assez rigolo. Donc, il faut le prendre comme une chose rigolote. Et c'est pour ça que je sais bien qu'on me reproche d'être virulent, d'être parfois grossier, polémiste et tout. Mais il y a des moments où on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas parler sérieusement de gens qui sont des pantins. Ça leur faire trop d'honneur. Alors, vous deviez réfléchir à la question qui était celle de votre évolution, notamment en termes d'idées. Et finalement, je vous laisse répondre à cette question. Moi, j'ai été élevé dans une famille de soldats et de médecins. Mes deux grands-pères étaient officiers supérieurs, mon père était, je l'ai dit, ma mère était dans le milieu médical, ma grand-mère était infirmière, enfin bon, j'ai vécu dans ce milieu de médecins et de soldats. Alors, c'est un milieu où on sait que les choses, il faut que les choses se passent dans l'ordre. Hein. On a besoin d'ordre, la société a besoin d'ordre. Moi, je suis partisan d'un ordre, mais d'un ordre social, d'un ordre parfaitement respectueux des libertés individuelles. Et c'est tout à fait possible. Plus les libertés individuelles, plus l'ordre de la société est rigoureux et solide, et plus les libertés individuelles sont protégées. Et s'épanouissent. Oui, vraiment, je le crois. Il ne s'agit pas d'interdire aux gens. Je vais prendre un exemple, je sais que je vais choquer, mais tant pis. Je trouve totalement fou qu'en France, on impute aux gens qui refusent de croire à la réalité des chambres à gaz le crime d'incitation à la haine raciale.
qu'est-ce que ça veut dire ? En quoi le fait de dire les chambres à gaz n'ont pas existé peut-il être une incitation à la haine raciale ? Ça ne tient pas debout. Il faut... Si quelqu'un veut travailler sur ces questions, il faut lui foutre la paix. Et il faut travailler dans l'autre sens. C'est une question, c'est des débats d'historiens. Qu'est-ce que la justice a à voir là-dedans ? Quel magistrat peut décider de la réalité ou de la non-réalité d'un fait historique ? Il n'y a aucune société qui s'est passée d'une condamnation d'un type de blasphème. Alors d'accord, qu'on nous... Ah, mais ça c'est tout à fait autre chose. Qu'on nous dise, et c'est la position de Jean Ferré. Jean Ferré dit, il ne faut pas accepter le blasphème. Eh bien, je suis absolument d'accord. Mais à ce moment-là, il faut interdire le blasphème à tout le monde. Parce que vous ne pouvez pas... Historiquement, les sociétés ne condamnent qu'un seul type de blasphème. Non, mais en France, maintenant, on condamne tous les blasphèmes, sauf le blasphème contre l'Église, contre la foi catholique. C'est ce que je veux dire, c'est que historiquement, on ne condamne qu'un seul type de blasphème. C'est-à-dire que lorsqu'on condamnait le blasphème contre Dieu, on n'en condamnait aucun autre, globalement. Mais maintenant, on condamne tous les blasphèmes, sauf le blasphème contre la Sainte Trinité et la Sainte Vierge. Ça, vous pouvez y aller autant que vous voulez, vous risquez rien. Mais si vous avez le malheur de dire que Mahomet est un guignol à ficelle, alors là, vous avez vraiment du souci à vous faire. Eh ben, oui, mais ça, c'est l'écume du temps. C'est l'écume du temps, mais moi, je vis dans l'écume du temps. Si j'avais devant moi 30 000 ans d'existence, je pourrais dire, effectivement, c'est, vous savez, quelque chose qui va durer un siècle, ça a quand même assez peu d'importance. Moi, l'ennui, c'est ça passe... Moi, je vais pas vivre un siècle, et que tout ça se sera passé dans le siècle où moi, je vis. C'est-à-dire que pendant mon siècle, on va m'interdire de dire ce que j'ai envie de dire, alors que ça ne fait de mal à personne. Après tout, ceux qui ne veulent pas m'écouter, m'écoutent pas, et ceux qui ne veulent pas me lire, lisent pas le livre journal 4 Place France-Litz, à Paris 75 010. Hein, bon. Mais vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question sur l'évolution de votre l'évolution, parcours. Elle a commencé. Donc, j'ai d'abord été motivé par une certaine passion pour l'harmonie de la vie sociale que je fais passer par l'ordre. Pour moi, je le dis en présence de Paléra, je suppose que ça va lui faire dresser les cheveux sur la tête, mais pour moi, le plus grand homme d'État du XXe siècle, c'est Benito Mussolini. Un socialiste ? Oui, absolument. Parce que c'est un socialiste qui a réfléchi, et il est devenu quelqu'un... Alors, il incarne pour moi des grandes vertus. Bon. Je ne suis pas vraiment de votre avis. Je le sais bien. Je ne suis pas tout à fait d'accord. J'imagine, oui. Alors, vous êtes d'accord. Vous êtes tout à fait pas d'accord. Vous êtes d'accord avec vous-même, vous n'êtes pas tout à fait d'accord, mais moi je ne suis pas du tout d'accord. Non, quand Valéra dit qu'il n'est pas tout à fait d'accord, c'est qu'il est tout à fait pas d'accord. C'est la maîtrise de l'euphémisme. Non, je voudrais dire que je ne suis pas du tout d'accord. Excusez-moi, avec le français, je me suis trompé. Non, ça s'appelle l'euphémisme. Mais je dis que je me sens libéral, alors je ne peux pas vraiment partager... En plus, je n'ai aucune admiration pour l'homme. Non. Mais vraiment, je pense que c'était un farceur. D'accord, mais bon, bref. Si vous voulez, vous me demandez mon opinion, je vous la donne. Voilà. Moi, je ne suis pas là pour raconter des carabistouilles, je suis là pour, comme vous avez eu la gentillesse de m'inviter, la moindre des courtoisies, c'est de vous dire la vérité. Bon. En plus, c'est pas truqué, disons-le aux auditeurs. Bon. Alors, pas encore. À partir de là... Cette passion de l'ordre m'a amené à m'engager dans les mouvements de très à droite, etc. etc. Lesquels ? C'est des choses dont on ignore même qu'elles ont existé, peu importe. Engagé, je n'ai jamais adhéré à rien, parce que j'ai une répulsion. C'est-à-dire que vous n'avez pas mis votre signature. Vous avez travaillé avec eux, mais... J'ai travaillé avec eux, j'étais un camarade de combat, un compagnon de route, mais j'ai jamais été membre du Front National, par exemple. Parce que je considère que quand on est membre d'un parti, on doit endosser toutes les prises de position de ce parti, et on fait rejaillir sur ce parti ses propres prises de position pour peu qu'elles soient un peu publiques. Et ça, je n'y tiens pas du tout. J'ai ma responsabilité, elle ne concerne que moi et mon journal. Mais petit à petit, en vieillissant, ma pensée s'est affinée ou améliorée, et j'ai fini par comprendre que le problème des régimes totalitaires, le danger des régimes monarchiques, au sens où un seul homme dirige, c'est le totalitarisme. Et que la difficulté, c'est la succession. C'est-à-dire, chaque fois qu'un chef meurt
il faut désigner son successeur et on s'engage dans des bagarres à n'en plus finir. Et d'autre part, chaque fois que la pensée du chef devient un petit peu tordue, soit parce qu'il vieillit, soit parce qu'il a des mauvaises influences et tout, on est menacé par le totalitarisme qui, pour moi, est l'abomination de la désolation, tout simplement parce que ça empêche la libre expression et le libre fonctionnement de la pensée et de l'intelligence. Donc j'en suis arrivé tout naturellement à devenir royaliste, parce que je remets à Dieu le soin de désigner celui qui va être la clé de voûte de la société, et je sais bien que comme ça vient de Dieu, ça ne peut pas être mauvais. Et donc je pense que la solution royaliste est bonne, et que c'est la seule qui nous évite les gesticulations imbéciles de la démocratie parlementaire, de la démocratie électorale, où vous voyez, quand même, vous avez des spectacles tout à fait ahurissants. Quand on voit aujourd'hui que le slogan de Chirac, enfin de l'entourage de Chirac pour la présidentielle, ça va être « Il faut un président à la France », c'est quand même formidable, quoi. Voilà, un homme qui est au pouvoir depuis 7 ans et qui découvre qu'il faut un président à la France. Oui, bon, on se dit... Mais c'est bien, parce que c'est un progrès. Sous-entendu, il n'y en avait pas un avant. Oui, c'est ça, mais il aurait pu s'en apercevoir un peu plus tôt, quand même. Voilà. Oui, le problème, c'est que les Français s'en sont pas aperçus. Alors, pour résumer, j'ai dit que je n'étais pas libéral. Je suis pas libéral, je suis libère, ce qui est tout à fait autre chose. Comme ça, c'est une phrase que dit Bernard Anthony. Je suis libère. Je suis devenu royaliste. Vous ne l'étiez pas? Je ne l'étais pas du tout. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai des amis qui, eux, étaient royalistes parce que ça faisait très bien à 20 ans d'être royalistes et qui, après, ont abandonné et sont maintenant des élus du Front National. Ce qui vous semble contradictoire? Non, c'est leur affaire, ça les regarde. C'est contradictoire, évidemment. C'est contradictoire d'être un élu du peuple quand on est royaliste. Enfin, ça tient pas debout, quoi. Donc, moi, je ne suis... Alors, pour résumer, je suis royaliste. Je ne suis ni libéral, ni démocrate. Je suis libère et partisan d'un régime fort qui obéit à des motivations élevées. Ça, c'est en politique. Voilà. Et maintenant, plus généralement, vous croyez à quoi ou à qui? Je crois à plein de choses. Je crois à ma famille, je crois à ma femme, je crois à mes livres, je crois à quelques amis. Je crois aux beautés extraordinaires de la vie. Je suis venu en autobus, je regardais Paris sous la pluie avec les feuilles mortes et tout, et je me disais, c'est un véritable honneur et un véritable bonheur d'être sur la Terre. Il y avait un beau ciel, il y avait une belle lumière, et je me disais, le bon Dieu est quand même quelqu'un de vachement sympa, quoi. Lui au moins. Une réflexion, parce qu'un auditeur me dit que c'est très intéressant d'inviter Serge Beketch, parce que cette fois-ci, il est au service, parce que lors de ses émissions, il est au service de ses invités et il se limite au coup de gueule, alors que là, on peut le découvrir. Mais peut-être que vous ne laissez pas assez de temps, me dit-on, à votre invité journaliste italien. Son approche est intéressante et on me met entre parenthèses, vous aurez tout l'occasion de réinviter Serge Beketch. Pardon, je me tais maintenant. Non, parce que j'en ai pas terminé avec vous. Alors, sur quoi quelle est la question? Oui, d'abord, c'était si vous aviez une remarque à faire. La question que j'aimerais poser, c'est quand même, bien que la France se désintéresse totalement du monde, et d'ailleurs le monde lui rend bien, mais c'est la faute de la France, à mon avis, comment les Italiens, que ce soit le pouvoir ou tout simplement l'italien de la rue, voit-il la France et les Français? Est-ce qu'ils nous voient sur une bonne pente, si tant est qu'une pente puisse être bonne? Mais bien sûr, les Italiennes, je l'ai dit déjà, aiment la France. Oui, parlons des Italiennes. Les Italiennes. Oui, vous avez dit les Italiennes. Les Italiens. Alors, aiment vraiment beaucoup la France, Paris. Noël s'approche et comme vous savez, on entendra parler italien dans les rues de Paris parce que tout le monde, c'est une des mètres italiennes. Et il y a aussi, l'Italie apprécie beaucoup la culture, l'élégance de la France. C'est réciproque.
Merci. En effet, il y a vraiment une grande affinité entre Italie et France pour ça. L'amour pour la culture, les musées, les théâtres, l'opéra. Ça, je pense que vraiment c'est les choses qui nous approchent beaucoup. Et au niveau, la considération que je fais au niveau de la compréhension réciproque, c'est, je suis sûr qu'en France, c'est vraiment très difficile de comprendre qu'est-ce qui s'est passé en Italie dans les 10 dernières années, parce que c'est vrai que aussi pour un Italien, c'est difficile de comprendre cette révolution, si vous voulez, qui s'est passée avant avec Manipulite, cette opération judiciaire qui a décapité une partie, main propre en français, qui a décapité une partie de la classe politique italienne, et donc après un gouvernement de centre-gauche, et après le gouvernement de centre-gauche, un gouvernement de centre-droite. Il y a eu vraiment des changements épocaux en Italie, parce que toute la classe politique qui avait gouverné les pays jusqu'à 92 n'existe plus, en effet. Il n'y a plus aucun des grands leaders qui ont gouverné l'Italie. Et ça, c'est différent parce que tous les pays... Ça, c'est vraiment extraordinaire. Il faut mesurer ce que ça pourrait représenter en France. Voilà, mais les Français ne le comprennent pas. On n'imagine pas je suis sûr que ça, c'est difficile à comprendre en France. J'ai lu les reportages qui ont été produits pendant la campagne électorale par les correspondants permanents français en Italie, et je sais que c'est vraiment difficile d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé en 90 lignes de papier, parce que on ne comprend pas. Alors en France, c'est beaucoup parlé le président Berlusconi, le propriétaire de 3 chaînes privées télévisées. Alors c'est beaucoup parlé de ce conflit d'intérêts, etc., etc. Mais c'était très difficile de comprendre qu'est-ce que représente Berlusconi pour plus de la moitié des Italiens qui ont voté pour lui. Et je pense que c'est difficile parce qu'il faut comprendre qu'il y a eu une rupture avec les passés. Certains partis modérés ont été complètement bouleversés par l'enquête des juges. Et une Italie, si vous voulez, modérée et libérale, ne se reconnaissait pas dans les centres gauche qu'il y avait, qui étaient en effet, si vous voulez, plutôt pro-État, peu libéral. Et alors, il y a eu ce mouvement qui a porté Berlusconi au pouvoir, je pense pour une raison vraiment claire et simple, mais difficile à comprendre, c'est-à-dire qu'en Italie, l'Italie est un pays industrialisé, une des 7 plus industrialisés du monde, mais nous avons encore un État qui est vraiment qui ne marche pas. Nous avons des services publics qui ne marchent pas à la poste, les trains. Oui, mais ça, c'est normal. Oui, mais il faut comprendre qu'il est nécessaire pour l'Italie de développer ces parties de services pour vraiment être dans l'Europe au niveau qu'il faut être, qui est celui naturel de l'Italie. Qui est naturel de l'Italie. Et alors, je pense que la majorité des Italiens ont choisi en pensant que cette chef d'entreprise qui a eu un grand succès dans sa vie professionnelle et peut vraiment faire les choses qu'il a promis. Mais bien sûr,
il faudra voir, non? Il y a 5 ans. Et par contre, en France, je pense... oui, la perception, c'est tout à fait différent. Des médias. Oui, la perception, c'est qu'il a vaincu parce qu'il avait les pouvoirs de l'argent et des médias. Et c'est une vision très négative de la démocratie. Oui, c'est une vision un peu négative de la démocratie, et je pense aussi qu'il n'y a pas... il y a cette difficulté de comprendre que l'Italie, en effet, c'est un pays qui est un pays dans la majorité modérat. N'est pas un pays et c'est un pays qui veut vraiment progrédir vers l'Europe, vers les pays plus. Alors ça, c'est la raison pour laquelle il y a eu un gouvernement de 5 ans de centre-gauche qui n'est pas réussi à moderniser certaines choses, surtout pour, si vous voulez, un pouvoir d'interdiction de syndicats. Qui ont empêché de faire certains choix au gouvernement de centre-gauche. Et alors, la majorité des Italiens qui veut faire cette libération de certaines parties de la vie économique d'Italie ont choisi pour ça. Mais d'abord, il faut comprendre cette fracture qui s'est produite en Italie. Je crois que les auditeurs ont bien compris que sans l'intégration de cette fracture, on n'y comprend rien. Moi, je crois comprendre pourquoi les médias français, dont on a un petit peu parlé, ont cette réaction vis-à-vis de Berlusconi. Parce que, une fois qu'on a dit que Berlusconi s'est allié avec l'extrême droite, même si c'est faux, il faut expliquer que c'est un régime fasciste, parce que sinon, en France, certains, comme le sire qui est à ma droite, Serge Beketch, diront dans leurs journaux, écoutez, apparemment on s'est allié avec l'extrême droite, il semble que les gens continuent à vivre et même à sourire dans la rue, etc. Donc ma vision est un peu provocante, mais je pense qu'elle a un fond de vérité. Mais c'est vrai qu'en Italie, la droite italienne, c'est... pour utiliser un mot qui plaît beaucoup en France, c'est pluriel. Alors, en France, c'est la gauche plurielle. Oui, mais et la droite, Italie, plus rien. Il y a une droite plurielle, c'est-à-dire qu'il y a aussi un petit parti qui est considéré, qui a des idées d'extrême droite qui n'est pas absolument dans les gouvernements. C'est le MSI. Berlusconi. Non, il ne s'appelle plus le MSI. Il a évolué les noms, mais c'est, si vous voulez, c'est dans la ligne des post-fascistes qui n'est pas du tout qui s'est produit par une scission quand Alliance Nationale a tourné la page. Oui. Alors, le gouvernement italien, c'est un gouvernement en effet de centre-droite avec une droite modérée. Pas l'extrême droite fasciste ou néofasciste, c'est en effet une extrême droite, une droite modérée, et il y a aussi les Berlusconi qui a gagné personnellement, et il a le pouvoir aussi il y a vraiment le pouvoir de prendre des décisions lui-même, parce que son parti a pris la grande partie des votes des Italiens. Alors, il n'est pas une coalition, si vous voulez, où il y a des pouvoirs d'interdiction par les partis mineurs, parce que vraiment Berlusconi a gagné les élections comme coalition, mais aussi lui-même. Son parti a gagné les 30%, et alors c'est vraiment un grand pourcentage en Italie. Et les autres sont à 10%, sont vraiment arrière. Oui, il y a eu une personnalisation qui a créé, aussi la rupture. Et qui a créé, si vous voulez, la personnalité du leader qui a la possibilité maintenant de gouverner, et on verra comment il gouvernera, mais ce sera un débat futur.
Alors, malheureusement, cette émission arrive à sa fin. Je crois que même en suppliant la technique, nous n'aurons pas nous ne pourrons pas continuer. Je voulais interroger Serge de Beketch, évidemment, sur une aventure qui intéresse au plus haut point nos auditeurs, qui est celle de Radio Courtoisie. C'était sur mes notes et c'était dans mon intention. Ça, vous vous inviterez le Ferré. Ça. Il racontera ça très bien. C'est quand même... Vous y avez beaucoup participé. Vous avez été un des fondateurs. Au début, mais après, moi, j'ai pas la capacité pour faire ça. Il fallait un commandant à bord, pas deux. Il n'y a pas de commandant à bord. Non, ça peut pas marcher. Un bateau, il faut un chef. Non, mais d'abord, on interroge les premiers moussaillons et après, on va voir le capitaine. Il me reste plus qu'à vous remercier, Claudio Pagliara. Merci beaucoup. Merci. Cette émission ne fait finalement que commencer. Il faudra que vous reveniez si vous l'acceptez, parce que nous n'avons même pas abordé le début du commencement des sujets que nous voulions traiter. Serge de Beketch, encore merci. Même remarque. Peut-on terminer par... Dieu vous garde.